Jérôme Fourquet, dans votre livre L'archipel français, vous parlez d'une France qui se fragmente. Comment cette France traverse la crise sanitaire que nous vivons actuellement? Cette épreuve du coronavirus a eu un double effet en fait sur cette problématique de la fragmentation, de l'archipélisation. Dans un premier temps, on peut dire que cette épidémie a constitué une espèce d'antidote à la fragmentation, puisqu'elle a refabriqué du commun, fait appel à la solidarité, à la responsabilité individuelle. On a en tête les scènes d'applaudissements tous les soirs au balcon en hommage à nos soignants. On a aussi de très nombreux témoignages d'auto-organisation dans des petites villes, des quartiers de grandes villes ou dans des villages pour apporter les courses ou de l'aide ou du réconfort à des voisins ou à des personnes seules. On a également des choses qui se sont passées au niveau des grandes surfaces qui ont fait de la place aux producteurs locaux, promotion des circuits courts, etc., etc. Donc on a eu, et puis bien évidemment, un confinement qui jusqu'alors a été assez bien respecté par nos concitoyens, à la fois parce qu'on avait peur, mais aussi par, encore une fois, sens des responsabilités et civisme. Donc ça a fonctionné, ça fonctionne encore, mais c'était assez fort quand même au début de cette pandémie. Et on a le sentiment qu'au fur et à mesure que la crise s'installe dans la durée, qu'elle mute petit à petit d'une crise uniquement sanitaire à une crise économique et sociale, eh bien, cette épreuve collective, d'une part, n'est pas vécue de la même manière par tout le monde. Il y a ceux qui télétravaillent, par exemple, dans le monde du travail, ceux qui sont obligés, les fameuses premières ou deuxième lignes, la peur au ventre de continuer d'aller travailler sur leur lieu de travail habituel. Et puis, il y a ceux qui sont de plus en plus nombreux à être confinés chez eux, mais par manque de travail, en chômage partiel ou en chômage tout court. Les chiffres viennent de tomber avec une hausse tout à fait spectaculaire de 7% du nombre de chômeurs sur un mois, ce qui avait été rarement vu. Donc, cette crise du Covid-19 a pour effet également, à côté de recréer du ciment, eh bien, d'aviver un certain nombre de fractures qui étaient déjà préexistantes. On a par exemple en tête le nombre de décès beaucoup plus élevé que la moyenne dans les quartiers populaires comme la Seine-Saint-Denis, une espèce de double peine. Donc on ravive des fractures qui sont déjà anciennes et puis on en fait apparaître de nouvelles, notamment dans le monde du travail, mais pas seulement, sur le degré d'exposition au virus. Ça, c'est pour le plan sanitaire. Et puis au plan économique et social, on peut penser que ce qui s'annonce, qui est déjà là devant nous, est une récession économique majeure qui, bien évidemment, va mettre sous tension le corps social avec des nouvelles lignes de faille, avec des gagnants, des perdants, beaucoup plus de perdants que de gagnants, et à défaut d'être gagnants, des gens qui vont s'en tirer sans trop de casse ou de difficultés, alors que d'autres catégories de la population vont être beaucoup plus fragilisées. Donc je dirais qu'on avait un archipel français qui existait avant la crise du Covid. Cette épidémie a eu comme vertu de nous faire reprendre conscience d'une appartenance à un collectif qui nous dépassait, mais en même temps, vu l'ampleur de cette crise, on a aussi à craindre de nouvelles lignes de faille ou une exacerbation des clivages qui étaient déjà préexistants. On a différents phénomènes. On a parlé sur le plan social des conséquences très dures qui vont se dessiner dans les mois qui viennent. Pour un organisme comme le Secours catholique, on voit déjà ce qu'a eu comme effet, par exemple, très concrètement, que les écoles soient fermées. Si les écoles sont fermées, les cantines scolaires sont fermées. Et donc, on a dans les milieux populaires, les milieux très modestes, des gens qui comptent en temps normal sur le repas du midi pour les enfants, pour avoir un repas complet, équilibré. Et donc, on a vu, et au Secours populaire, je pense et au Secours catholique également, on est bien placé dans toutes les organisations caritatives pour observer que les ayants droit ou les bénéficiaires se sont fait beaucoup plus nombreux. On peut penser aussi, la saison estivale arrive, à tout un public de précaires, d'intérimaires ou de saisonniers qui va travailler, qui sur le littoral, qui à la montagne, avec des contrats courts
et qui voient avec inquiétude que cette rentrée d'argent sur laquelle on comptait pour s'en sortir ou équilibrer le budget au niveau annuel, eh bien, il faudra pas compter dessus parce que la saison soit va être très écourtée, soit va complètement disparaître. On a vu aussi, et le Secours catholique est bien implanté dans ces territoires, en zone rurale, les difficultés de nos agriculteurs, notamment pour ceux qui sont des cultivateurs, pour les récoltes d'un certain nombre de fruits ou légumes de saison, avec du personnel, encore une fois saisonnier, qui a manqué à l'appel, qui n'a pas pu venir, qui a été malade. Et donc là aussi, ça crée des déstabilisations en chaîne. Donc ça, c'est sur le plan économique et social. On voit poindre aussi sur un aspect ou un plan plus profond une exacerbation d'un certain nombre de clivages qui existaient déjà, et je pense que c'est un sujet sur lequel le Secours catholique a des choses à dire et s'est positionné de longue date. C'est le rapport de nos concitoyens à la consommation. Cette crise va conforter toute une partie de la population qui avait déjà pris ses distances avec le mode de consommation dominant, qui était dans le moins consommé mais le mieux consommé, typiquement en matière alimentaire, les choix pour le bio, pour les circuits courts, et pour lesquels ce public-là, qui dispose d'un bagage culturel souvent assez conséquent, la consommation n'est pas le lieu où on se réalise personnellement. Il y a autre chose de plus important. Et donc, avec cette longue période d'introspection que, bon gré mal gré, le confinement a permis, pas mal de gens qui étaient déjà dans cette démarche vont se voir confortés dans leur grille d'analyse en disant que tout ça, c'est une crise systémique, qu'il y a des enjeux écologiques derrière et qu'il faut repenser à l'essentiel, plus que jamais se concentrer sur le vrai sens des choses, quelque part. Et donc ça, c'est une population qui peut s'évaluer à 20 ou 30% de la population française, et donc qui va accélérer sa prise de distance avec la consommation dominante, la surconsommation, et qui va mettre en avant dans les mois qui viennent eh bien d'autres exigences, et qui va exiger aussi que l'ensemble de la société se conforte sur à ce modèle-là. Sauf que l'ensemble des Français n'est pas dans cette démarche-là. On a toute une partie de la population qui, si on voulait utiliser un jeu de mots, va être pris entre le vouloir d'achat et le pouvoir d'achat. On avait déjà observé cela au moment de la crise des Gilets jaunes. Nous, on avait analysé cette crise des Gilets jaunes comme le symptôme du décrochage du bas de la classe moyenne qui, bien que travaillant, n'arrivait plus à boucler ses fins de mois, pas forcément parce que les salaires avaient baissé, mais parce que, j'allais dire, les moyens, les besoins à satisfaire, qui étaient promus en permanence par la machine économique, étaient sans cesse réévalués, rehaussés, et que compte tenu des niveaux de salaire et les postes occupés par ce public-là, on n'arrivait plus à faire face. On peut penser que tout ça n'a été qu'une répétition générale et qu'avec la crise du Covid, on va avoir des publics qui auront été quelque part frustrés de ne pas pouvoir consommer comme ils l'entendaient pendant toute cette période, qui vont vouloir le faire pour rattraper le temps perdu. On va le voir typiquement sur les loisirs, les vacances ou autres, mais qui n'auront plus forcément le pouvoir d'achat suffisant parce que ils auront été mis au chômage à temps partiel, ils auront été purement et simplement mis au chômage, ou les heures supplémentaires qu'ils effectuaient avant ne seront plus possibles, etc., etc. Et donc, on va avoir toute une partie de la population qui n'a pas fait son deuil et qui continue de se réaliser dans la consommation, qui est très en phase avec le modèle qui a été pendant très longtemps vendu aux Français et aux Européens, et qui était le modèle dominant. Et puis d'autres, au contraire, qui, voilà. Et donc, ces tendances-là, ce qui est intéressant, c'est qu'elles étaient déjà préexistantes, mais elles vont subir, de notre point de vue, comme un espèce de booster ou un coup d'accélérateur à l'occasion de cette crise du Covid. Et donc, ce ne sera pas uniquement des choses interprétées en termes de pouvoir d'achat, de niveau de vie. J'allais dire, les indicateurs de l'INSEE seront très intéressants. On regardera, et le Secours catholique le fait très régulièrement, ce qu'il en est du taux de pauvreté. Mais il y aura tout ce que la CFDT, par exemple, appelle le pouvoir de vivre, le reste à vivre, tout ce qu'on a fait, tout ce qui nous reste une fois qu'on a payé les dépenses contraintes, et on va avoir des pans entiers de la population qui vont être soumis à une extrême tension là-dessus. Et on voit bien que, encore une fois, on n'est plus uniquement dans les indicateurs de l'INSEE, on est aussi là sur une question, une bataille de valeurs.
quel est le sens de la vie, le sens des choses, qu'est-ce qui doit être prioritaire. Et donc ça, c'est redoutablement dangereux parce que le premier groupe dont on a parlé est sûr de son bon droit, est sûr d'être dans le sens de l'histoire. Et il va vouloir quelque part imposer à l'ensemble de la société de manière plus ou moins subliminale un peu cette façon de voir les choses, alors que beaucoup qui ne se réalisent pas forcément dans différents domaines et pour lesquels pouvoir acheter ou emmener ses enfants dans tel ou tel parc d'attractions, dans telle enseigne de restaurants américains qu'on ne citera pas, eh bien tout ça fait partie des petits plaisirs de la vie qui sont très importants de restaurer. Et donc on va avoir cette lutte ou cette tension, cet affrontement entre des visions du monde qui vont être à mon avis, exacerbées par la crise du Covid. Comme dans tout événement de cette nature, on ne sera pas sur des conclusions, des conséquences qui seront monothématiques ou unidirectionnelles. Il y aura des mouvements assez contrastés. Parmi ceux qu'on a cités tout à l'heure, on a quand même une part croissante de la population qui va se tourner vers des modes de consommation plus respectueux de l'environnement, plus respectueux aussi des droits sociaux, en privilégiant les circuits courts. Et donc tout ça est quand même plutôt une bonne nouvelle. On voit aussi dans des secteurs, dans le secteur caritatif et des organisations comme les vôtres, que jusqu'à présent, les gros bataillons étaient quand même constitués par les seniors, par les retraités, qui par la force des choses ont été confinés peut-être encore un peu plus que les autres à la maison. Et on a vu pas mal de gens qu'on ne voyait pas habituellement dans les réseaux associatifs se prendre en main ou se découvrir une vocation philanthropique ou associative, caritative, et mettre en place des associations de quartier, des boucles ou des circuits d'aide à échelle très très locale ou personnelle. Et donc ça peut être aussi quelque part un élément intéressant et positif de cette crise du Covid, c'est d'avoir fait émerger, fait germer une génération eh bien de futurs militants ou de futurs bénévoles, alors qu'il faudra savoir entre guillemets capter, et c'est pas cynique dans ma bouche, c'est-à-dire qu'ils seront venus à cette action avec leur propre code. Il faudra que les organisations comme les vôtres soient en capacité de trouver un peu les voies et moyens de leur parler et de leur proposer un engagement qui corresponde alors à la fois à leur agenda, mais aussi à leur ressort personnel et à leurs envies. Mais on a vu fleurir toute une série de vocations, et donc c'est quelque chose d'intéressant. Enfin, dernier point, le ralentissement de la vie sociale, économique et culturelle a pu susciter pas mal de désarroi et de troubles chez beaucoup de nos concitoyens. Je pense qu'on verra les dégâts collatéraux de tout cela dans les mois et années qui viennent en termes de dépression et autres, mais beaucoup aussi ont pris ce temps qui leur était offert pour réfléchir, pour se livrer à des formes d'introspection. Et donc je pense que cet exercice d'introspection mené à l'échelle d'une société entière, on n'a pas fait de sondage à l'IFOP là-dessus, mais je pense que beaucoup de nos concitoyens, à un moment ou à un autre, se sont posés des questions sur le sens de leur vie, faire le point où ils en étaient, etc., etc. Tout ça, à mon avis, c'est pas du temps perdu, c'est pas de la réflexion gâchée, et ça portera sans doute là aussi ses fruits dans les mois et les années qui viennent. Alors, pas forcément un calendrier bien déterminé, mais il y a des choses qui se sont nouées dans cette période très particulière, dont on va retrouver les effets au long cours dans les années qui viennent.